Bonjour à tous. Et si on regardait les objets du quotidien d'un œil complètement différent? Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire secrète, celle qui se cache derrière chaque produit, et on verra comment la nature, elle nous offre des solutions incroyables pour un futur plus malin. Franchement, on n'y pense pas souvent, hein. On achète un truc, on s'en sert et hop, à la poubelle. Fin de l'histoire. Sauf que non. En réalité, son histoire est beaucoup plus longue. Elle commence bien avant qu'on l'ait dans les mains et elle continue bien après. Et c'est tout ce voyage qu'on ne voit pas qui a un impact gigantesque. Alors, face à cet impact qu'on ne voit pas, il y a une solution vraiment puissante. C'est une manière de repenser complètement la façon dont on crée les objets. Et cette solution, c'est ce qu'on appelle l'éco-conception. Alors là, le mot important à retenir, c'est méthodique. Parce que l'éco-conception, attention, c'est pas juste une bonne idée lancée en l'air. Non, c'est une vraie discipline, un processus super structuré. L'idée, c'est d'intégrer l'environnement dès le tout début, dès le premier croquis d'un produit. Et ça, c'est vraiment le cœur du réacteur, si on veut. L'objectif, ce n'est pas juste de coller une étiquette verte sur un produit à un instant T. Pas du tout. Le but, c'est de réduire son impact sur toute sa durée de vie. C'est ça, la vision d'ensemble. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas si simple. On ne peut pas juste changer un bout de plastique et se dire « ça y est, c'est réglé ». Non. L'éco-conception, ça analyse plein de critères, à plein d'étapes différentes. Et c'est justement ça qui la rend si puissante. Ok, mais alors concrètement, comment ça marche? Eh bien, pour bien piger le truc, il faut changer notre façon de penser. Il faut voir la boucle complète, l'image d'ensemble de la vie d'un produit. En gros, il y a 4 grandes étapes dans ce voyage. D'abord, l'extraction des matières premières, que ce soit dans une mine ou dans un champ. Puis, tout à la fin, il y a sa fin de vie, là où on essaye de lui donner une seconde chance, via le recyclage par exemple. Et entre les deux, il y a le transport, la distribution, et bien sûr, l'utilisation qu'on en fait tous les jours. L'éco-conception, elle, nous force à réfléchir à chacune de ces étapes. Et là, c'est super intéressant. On voit qu'un seul choix, au moment de la conception, peut tout changer. Prenez l'utilisation d'un matériau recyclé. L'impact est double. D'un côté, on évite de piocher dans de nouvelles ressources, et de l'autre, on prépare déjà le terrain pour sa fin de vie. C'est pareil pour la réparabilité. Si un objet est facile à réparer, on prolonge sa durée d'utilisation, tout simplement. Et voilà l'autre partie du puzzle, le fameux multicritère. On ne se contente pas de regarder le carbone, ce serait trop simple. Non, on analyse tout. L'impact sur l'eau, sur les minéraux, sur l'énergie. C'est une vision à 360 degrés. Le but, c'est d'éviter le piège classique, résoudre un problème ici pour en créer un encore plus gros là-bas. Bon, d'accord, le cadre est là, il est solide, on a une méthode. Mais une méthode, ça ne fait pas tout. Il faut aussi l'étincelle, la créativité, l'inspiration. Alors la question c'est où est-ce qu'on va chercher ces idées de génie pour faire mieux? Et si la réponse était là, juste sous nos yeux, depuis des milliards d'années? La nature, en fait, c'est le plus grand labo de R&D de l'univers. Et elle a eu un peu de temps pour perfectionner ses créations. C'est ce qu'on appelle la bio-inspiration. Le principe est simple. Observer la nature, comprendre comment elle fonctionne et s'en inspirer. Imiter les stratégies que les êtres vivants ont mis des millions d'années à peaufiner pour résoudre toutes sortes de problèmes. C'est une mine d'or pour l'innovation, c'est quasiment infini. Alors ça peut paraître un peu théorique comme ça, mais on va voir que les applications sont ultra concrètes et parfois même bluffantes. Allez, on passe à quelques exemples qui montrent comment ça change déjà la donne. Prenons un secteur de pointe, par exemple l'aéronautique. Là, chaque gramme compte, chaque goutte de carburant est cruciale. On a tous déjà vu ces petites ailettes recourbées au bout des ailes d'un avion, non? Eh bien, elles ne sont pas là pour le style. Pas du tout. Leur design est directement copié sur les plumes au bout des ailes des grands rapaces, comme les aigles. Ça permet de réduire les turbulences et, tenez-vous bien, d'économiser 4% de carburant. 4%. Ça peut paraître peu, mais à l'échelle du trafic mondial, c'est juste énorme. Et attendez, ce n'est pas fini. Prenons la peau de requin. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle n'est pas lisse du tout. Elle est couverte de minuscules rainures qui diminuent les frottements dans l'eau. En reproduisant cette texture sur un vernis pour avion, on gagne jusqu'à 2% de carburant en plus. C'est fou, non? La nature avait déjà trouvé la solution à nos problèmes d'aérodynamique bien avant nous. Voilà ce qu'il faut retenir. Quand on combine la rigueur de l'éco-conception avec le génie de la bio-inspiration, on obtient des résultats spectaculaires. De toutes petites observations sur la nature peuvent mener à des innovations qui ont un impact à l'échelle de la planète. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse finalement. Si la peau d'un requin et l'aile d'un aigle nous aident déjà à ce point, imaginez un peu toutes les autres solutions qui dorment encore dans les forêts, les océans, partout. Le plus grand manuel d'ingénierie du monde est juste là, ouvert devant nous. Il suffit juste d'apprendre à tourner les pages.